Les antipodes. Le 31 décembre 2010, le corps d'un ancien haut conseiller de la Maison-Blanche est retrouvé dans une décharge. Pas dans une rue sombre, ni dans un hôtel miteux, mais littéralement au milieu des ordures. Cet homme, Jack Wheeler, a travaillé pour 3 présidents américains. Il était vétéran du Vietnam, diplômé de Yale, expert en cybersécurité. Alors comment un tel profil peut-il finir de cette manière? Meurtre politique? Crise psychologique ou toute autre chose. Je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition tragique de John Parson Wheeler III, plus connu sous le nom de Jack Wheeler. Car oui, en travaillant sur le sujet, j'ai appris que Jack pouvait être le surnom de John. Donc officiellement, il s'appelle John Wheeler, mais ses collègues, amis et famille l'appelaient Jack. La théorie officielle, c'est qu'il a été assassiné. Mais honnêtement, je trouve cette théorie un peu hâtive. Alors, je vous propose qu'on en parle. Mais d'abord, je tiens à remercier les derniers patrons qui ont rejoint la communauté sur Patreon. Merci à Adèle, Oxyrenard, Margot, Isa, Samomille, Lisa, Alice, Tiffany, Maureen, Benjamin, Aurélie, Sofiane, Ipti, Maeva, Léa, Angégé, Coraline, Jody, Luc et Manon. Merci à vous. Patreon, c'est le meilleur endroit pour avoir accès à tout mon contenu en avant-première, à des épisodes exclusifs. Ça se passe sur patreon.com/je-suis-hop. Il y a même un niveau gratuit qui vous permet d'accéder à tous mes épisodes que j'ai sortis depuis que j'ai commencé à faire du podcast en 2019. Et aussi, ça vous permet de suivre mes actus. Je tiens aussi à remercier Rémi, Rildo, Raven, Alan et DJ Boulette qui ont choisi le palier Rendez-vous Ultra et qui sont donc producteurs de cet épisode. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet du jour. D'abord, un peu de contexte. Qui est Jack Wheeler ? Comme je vous l'ai précisé en introduction, Jack Wheeler n'était pas un citoyen ordinaire. Au cours de ses 66 années d'existence, il a eu une carrière impressionnante. D'abord diplômé de West Point, il a ensuite servi au Vietnam avant d'obtenir un diplôme de la Harvard Business School ainsi qu'un diplôme de droit de Yale. Il a été élu président du Vietnam Veteran Memorial Fund et pendant un temps PDG de l'association Mother Against Drunk Driving. Il a également été conseiller spécial du président de la SEC, la Securities and Exchange Commission, et assistant spécial du secrétaire de l'US Air Force. Il a aussi servi en tant qu'assistant sous Ronald Reagan, George H.W. Bush et George W. Bush, et au moment de sa mort, il travaillait dans le secteur privé en tant que consultant pour Mitre Corporation, un sous-traitant de la défense américaine où il était spécialisé en cybersécurité. Vous imaginez donc bien que lorsque son corps a été retrouvé le 31 décembre 2010 à la décharge de Cherry Island, à Wilmington, dans le Delaware, cela a bouleversé le monde politique américain. La pression était telle que 10 agences différentes, qu'elles soient fédérales, locales et même d'État, ont été mobilisées pour enquêter sur sa mort. Jack avait de nombreux amis haut placés, ce qui fit que l'enquête devint une affaire nationale. On pourrait penser qu'avec tous ses contacts à Washington, et avec la puissance de l'État fédéral américain derrière lui, et avec les capacités d'enquête technologique de l'époque, on est en 2010, son meurtre aurait été résolu en quelques semaines. Et pourtant, malgré le profil très médiatisé de l'affaire et la quantité impressionnante de ressources déployées par les agences d'enquête impliquées, le mystère reste encore entier 15 ans plus tard. Plusieurs théories ont été avancées, comme un meurtre commandité, en lien avec son travail gouvernemental, une agression aléatoire, ou encore une dispute de voisinage qui aurait mal tourné. Même si toutes ces hypothèses semblent plausibles à première vue, aucune ne tient véritablement la route, et aucune n'est soutenue par des preuves solides. Pour y voir plus clair dans tout ça, je vous propose de vous exposer la chronologie de l'affaire. Nous sommes donc en fin d'année 2010, Jack est à New York pour les fêtes de fin d'année avec sa famille, et plus précisément sa femme. C'est une tradition familiale, il passe le Noël et le Nouvel An à New York. Mais cette année-là, et plus particulièrement le 28 décembre, sans prévenir, et contre toute attente, Jack décide de quitter sa famille prématurément pour rentrer travailler, rompant ainsi avec la tradition. Ce jour-là, Jack part donc très tôt le matin de New York, alors que sa femme dort toujours, et il rentre à Washington DC, un trajet qu'il effectue en train. Selon Google Maps, c'est un trajet de plus de 3h30. On sait grâce à ses relevés téléphoniques qu'après sa journée de travail, vers 17h30, il est rentré chez lui, à Newcastle City. Pour situer sur une carte, sa résidence se trouve vraiment au milieu entre New York, où se trouve sa femme, et Washington DC, où il travaille. Par contre, personne ne l'a vu monter dans un train ou un bus le 28. Donc, ces différents trajets restent encore un petit peu flous. Le même jour, vers 23h30, la police reçoit un appel pour du vandalisme. Des bombes fumigènes ont été lancées sur la maison en construction située juste en face
de celle de Jack. Wheeler contestait depuis 3 ans ce projet de construction qui obstruait la vue depuis sa maison, et il est probable qu'il soit l'auteur de cet acte de malveillance. Surtout que le téléphone de Jack est retrouvé sur les lieux dans l'herbe. Je n'ai pas trouvé d'informations indiquant que la police de Newcastle a contacté Jack pour l'en informer, ce qui me laisse penser qu'ils n'ont probablement retrouvé le téléphone que le 29, donc le lendemain. Ou alors, s'ils l'ont retrouvé le jour même, ils n'ont pas identifié qu'il appartenait à Jack. En tout cas, à partir de ce moment-là, sans son téléphone, la police ne peut plus suivre ses déplacements. Nous arrivons donc à la journée du 29 décembre. Le matin, la femme de Jack tente de l'appeler, sans succès. Ce comportement est très inhabituel, car Jack est normalement très réactif au téléphone, ou au moins rapide à rappeler. Il est connu pour être tout le temps sur son portable. C'est son principal outil de travail, donc a priori, Jack ne l'avait déjà plus en sa possession à ce moment-là. À 9h31, Jack envoie un mail à son employeur, leur indiquant que sa maison a été cambriolée. Il affirme que son téléphone portable, son portefeuille, son badge d'accès et sa mallette ont été volés. Mais, par contre, il ne contacte pas la police pour signaler le cambriolage. Il n'essaie pas non plus de prévenir sa femme par mail pour lui dire ce qu'il s'est passé. Par contre, il envoie un message inquiet à son thérapeute se disant, je cite, « sonné et acculé à propos d'une dispute conjugale récente ». Il faut savoir que seule la cuisine a été cambriolée. Aucune des autres pièces n'a été touchée. À 18h, Jack se rend dans une pharmacie locale, près de chez lui. Il est filmé par la caméra de sécurité. Il a l'habitude de prendre ses prescriptions dans cette pharmacie. Le personnel le connaît. Mais cette fois-ci, il ne vient pas pour ses médicaments. Il cherche un moyen de transport pour aller à Wilmington. Les enquêteurs pensent que Jack voulait aller à Wilmington pour récupérer sa voiture qu'il avait laissée à la gare avant de partir à New York. Le pharmacien propose d'appeler un taxi, mais Wheeler refuse et s'en va. Mais de toute évidence, il trouve une solution pour y aller car il est ensuite vu dans un parking souterrain à Wilmington où il semble chercher sa voiture. Mais pas de bol, il s'est trompé de parking. Sa voiture est garée dans un autre parking à plusieurs rues de là où il cherche. Sa femme affirme qu'il a toujours eu du mal à se repérer et qu'il oubliait souvent où il avait garé sa voiture. Sur les images de vidéosurveillance, Jack discute avec un gardien de parking pour essayer de retrouver son véhicule. Contrairement à son apparence calme à la pharmacie, Jack semble ici désorienté, agité, en détresse. Il tient une de ses chaussures à la main, qui serait endommagée, même si ça n'a pas été confirmé. Il regarde par-dessus son épaule, dans les coins, comme s'il pensait être suivi. Il dit que sa mallette a été volée avec son ticket de parking à l'intérieur. Mais lorsqu'on lui demande comment elle a été volée, il répond simplement « elle a été volée », sans plus de détails. Ces images ont été prises à 18h42, et c'est la dernière fois qu'on a vu Jack ce jour-là. Le gardien du parking dira plus tard aux enquêteurs qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Tu m'étonnes, il semble un petit peu bizarre quand même. Donc, on arrive au lendemain, le 30 décembre. À 8h du matin, il achète un café dans un Subway et il paye avec de la petite monnaie. Le gérant note que ses vêtements sont sales et qu'il ne porte pas de manteau. Il se rend ensuite dans un cabinet d'avocat tout proche. Demande à voir un associé, mais repart avant d'avoir pu le rencontrer. À 15h26, Jack est repéré par une caméra de surveillance dans le sous-sol du bâtiment qui s'appelle Nemours. C'est un complexe de bureaux situé dans le centre-ville de Wilmington. On n'est pas tout à fait sûr de ce que Jack faisait ici, mais les enquêteurs affirmeront plus tard avoir trouvé des preuves indiquant que Jack aurait passé la nuit du 29 dans le sous-sol du bâtiment. Ce sous-sol, c'est un vaste espace qui comprend un centre de fitness, un labyrinthe de couloirs et des vestiaires pour les employés. Jack n'a aucun lien connu avec ce bâtiment, mis à part en rendez-vous professionnel des années auparavant. Il semble moins agité que la veille, mais son comportement reste erratique. On pense qu'il essayait de se cacher ou de se faire oublier en restant dans le sous-sol. À 20h39, Jack est vu quittant le bâtiment, et cette fois il était vêtu d'un sweat à capuche noire, alors qu'il portait la veille un costume plus classique. On ne l'a jamais vu auparavant avec ses vêtements. Ce qui laisse penser qu'il a peut-être pris ce sweat dans l'un des casiers d'employés du sous-sol. 2 minutes plus tard, à 20h41, il apparaît sur les caméras extérieures de l'hôtel Dupont, marchant, capuche relevée sur la tête, et il passe devant l'hôtel. Puis il continue sa route dans la rue. C'est la dernière image connue de Jack encore en vie. Vers 23h, un témoin potentiel pense avoir vu Jack monter dans un taxi avec un inconnu, après avoir entendu que la destination était Newark, toujours dans le Delaware. Ce témoignage n'a par contre pas été corroboré par la police et il pourrait ne pas être fiable. On avance maintenant au lendemain, le 31 décembre. À 9h56 du matin, le corps de Jack est découvert à la décharge de Cherry Island, toujours à Wilmington. Pendant ce temps, environ 10 km de là, à Newcastle City, Robert Deal, un voisin de Jack, remarque une fenêtre ouverte dans la maison des Wheeler. Trouvant cela inhabituel, il décide de s'approcher et, en regardant à travers la fenêtre, il a l'impression que quelque chose ne va pas. Robert Deal, c'est le gardien attitré de la propriété lorsque Jack s'absente. Alors, à ce moment-là, il décide d'entrer pour vérifier que tout va bien. Et à l'intérieur, il découvre ce qui lui semble être un cambriolage. Des plantes renversées, des appareils de cuisine déplacés,
de la vaisselle brisée entassée dans l'évier, de la poudre d'un produit de nettoyage répandue sur le sol avec l'empreinte d'un pied nu visible dedans. L'épée et le bouclier cérémonial de West Point de Jack gisent au sol, couverts de poudre. Il y avait aussi un exemplaire du livre A Long Grey Line, dans lequel Jack était mis en avant durant ses années à West Point, qui est posé sur la table. Robert Dill appelle immédiatement la police pour signaler le cambriolage. Pendant ce temps-là, à la décharge de Wilmington, les enquêteurs parviennent à identifier le corps. Une fois qu'ils confirment que c'est bien Jack Wheeler, ils contactent donc la police de Newcastle, car c'est dans cette ville que Jack résidait. En les contactant, les officiers de Wilmington apprennent que ceux de Newcastle sont déjà en route vers le domicile de Jack, suite à l'appel concernant le cambriolage. Les forces de l'ordre, présentes à la décharge, parviennent à déterminer que les déchets où se trouvait le corps de Jack provenaient de la ville de Newark. Newark s'est situé à environ 22 km du dernier endroit connu où Jack a été vu, mais ça corroborerait le témoignage de la personne qui l'a vu prendre un taxi vers cette ville. A noter que Jack n'avait a priori aucun lien connu avec cette ville, avec Newark. En suivant la trajectoire du camion poubelle, qui a déversé les sachets dans la décharge, les enquêteurs localisent un conteneur sur ce parcours contenant l'ADN de Jack. Cela les amène à conclure que le corps de Jack a été placé dans une benne à ordures, après sa dernière apparition sur les caméras, devant l'hôtel Dupont. Les enquêteurs ont également retrouvé dans le téléphone de Wheeler le numéro d'un chauffeur de taxi de la région, Attel Scott, et donc ils l'ont interrogé. Celui-ci a affirmé ne pas comprendre pourquoi son numéro figurait dans le téléphone, tout en admettant avoir aperçu Wheeler à 2 occasions dans les jours précédents, près de l'hôtel Dupont, à Wilmington et à la gare. Par contre, il nie l'avoir transporté le 30 décembre et n'a fourni aucun renseignement probant sur ce qui a pu arriver ensuite. La police a par ailleurs auditionné le pharmacien de Newcastle, donc c'était le dernier contact connu le 29 en fin de journée, aussi le gardien du parking de Wilmington, dernier témoin visuel avéré de Wheeler qui errait le 29 au soir, ainsi que des collègues et des amis avec qui Jack avait parlé ou écrit dans les derniers jours. Aucun suspect n'a été formellement identifié au cours de ces auditions. Maintenant, vous connaissez la chronologie de l'histoire, et je compte bien vous parler des théories plus ou moins officielles, mais d'abord, j'aimerais prendre une petite pause pour vous énoncer quelques faits qui me semblent importants. La première chose, je pense que c'est même la plus importante, il faut savoir que Jack souffrait de troubles bipolaires de type 1. Bien qu'il était reconnu pour suivre rigoureusement son traitement, ce type de trouble peut tout de même entraîner des épisodes maniaques, y compris d'ailleurs sous traitement. Beaucoup de proches pensent que l'étrangeté de son comportement dans les derniers jours pourrait être liée à un épisode de bipolarité. On va forcément en parler dans les théories. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que le trajet en voiture entre Newcastle City et Wilmington, il prend moins de 12 minutes. Mais le 29 décembre, Jack il a mis environ 42 minutes pour arriver au mauvais parking. Ces allées et venues entre la pharmacie et ce parking restent inexpliquées. Je pense qu'il a quand même trouvé quelqu'un pour l'emmener en voiture parce que ça aurait été beaucoup plus long à pied. Autre fait important, les éboueurs qui travaillent sur la ligne où le corps de Jack a été retrouvé ont témoigné que, en hiver, c'était pas rare que des sans-abri dorment dans les bennes à ordures, car elles possèdent une porte latérale coulissante qui protège du froid. Ils ont aussi affirmé ne pas toujours vérifier s'il y a quelqu'un dans la benne avant de la vider, et qu'il est parfois impossible d'entendre une personne crier à l'intérieur. Autre chose à savoir concernant Jack, c'est qu'il portait une seule chaussure quand son corps a été retrouvé, il avait une somme d'argent non divulguée sur lui, ainsi que sa bague de West Point, réputée très précieuse. Il avait aussi une montre Rolex de valeur. Certaines sources affirment aussi que son portefeuille a été retrouvé sur lui, malgré le fait qu'il ait prétendu qu'il avait été volé quelques jours plus tôt. Sa femme a par contre déclaré que la police ne lui avait jamais restitué le portefeuille. L'autopsie de Jack a été réalisée le jour même de la découverte du corps, ce qui est d'ailleurs peu courant, mais comme vous le savez, Jack était quelqu'un d'important. Le rapport mentionne un poumon endommagé, plusieurs côtes cassées, des lèvres tuméfiées, des blessures externes au cou, plusieurs lacérations et autres blessures. La cause officielle du décès, c'est un traumatisme contondant, et c'est classé comme homicide. Certaines sources font aussi mention d'un éventuel infarctus, mais cela reste par contre incertain. Pour rappel, la définition de contondant, c'est qui meurtrit par écrasement sans percer ni couper. Par exemple, une matraque, un coup de poing, un marteau, ce sont des instruments contondants, contrairement à un rasoir, un couteau ou une hache qui, eux, sont des instruments qui vont couper. Ça a une importance pour les théories. Et en parlant de théories, je vais vous parler justement des principales que l'on peut lire ici et là sur les internets. La première, c'est que Jack aurait été tué lors d'une agression pour lui voler ses effets personnels. L'hypothèse, c'est qu'un individu l'aurait agressé au hasard, battu à mort, puis dissimulé son corps dans une benne à ordures. Cette théorie, elle me semble possible, mais pas forcément probable, parce que Jack a été retrouvé avec une montre Rolex de grande valeur, il avait de l'argent liquide,
Sur lui, il avait aussi sa bague de West Point, qui est très précieuse et qui peut a priori être vendue jusqu'à 11 000 $. S'il s'agissait d'un vol, pourquoi ne rien avoir volé? Pourquoi prendre le temps de battre quelqu'un à mort, de déplacer son corps et de le jeter dans une benne à ordures, sans emporter le moindre objet de valeur? Donc est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est crédible? Pas vraiment. Deuxième théorie, Jack aurait été assassiné par un tueur à gages engagé pour le faire taire. L'hypothèse, c'est que quelqu'un aurait payé un tueur pour le faire disparaître. Et pourquoi pas récupérer sa mallette? Son contenu reste encore d'ailleurs inconnu, elle n'a jamais été retrouvée. C'est la théorie soutenue par sa femme qui dit que durant sa carrière, il s'était fait beaucoup d'ennemis, bien qu'aucun en particulier ne lui vienne à l'esprit. Je ne suis pas non plus ultra sûr de cette théorie, déjà parce qu'on n'a aucune preuve concrète qui vient de l'étayer, et il faut dire que Jack, il travaillait maintenant dans le privé et a priori, il ne détenait pas de secrets classifiés récents. Il n'avait pas d'informations sensibles à sa disposition. Ça faisait des années qu'il n'était pas dans un poste stratégique. Et rappelez-vous de l'homicide contondant aussi. Les tueurs à gages n'assassinent pas leur cible à coups de poing. C'est trop long, c'est trop risqué. Et ça implique aussi une logistique compliquée. Le tueur aurait dû le suivre de sa maison à la pharmacie, puis jusqu'à Wilmington, le surveiller pendant une journée entière et n'apparaître sur aucune des caméras de surveillance. C'est trop complexe, trop visible pour un contrat de ce genre. Je pense que s'il y avait eu un tueur à gages impliqué, il l'aurait tué dans sa maison, surtout qu'il était seul. Donc oui, cette hypothèse est possible en théorie, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment plausible. Troisième théorie, il aurait été tué à cause de son conflit avec le voisin en face de chez lui. Donc l'hypothèse, c'est que le voisin avec qui Jack était en conflit, il aurait décidé de se venger en le tuant. Alors, ça semble déjà très peu probable parce qu'il n'y a aucune preuve qui lie ce voisin à la mort de Jack. Comme pour l'hypothèse précédente, il aurait fallu suivre Jack sur plusieurs kilomètres jusqu'à Newark, puis le battre à mort sans être vu. Et en plus de ça, les voisins ont coopéré avec la police via leur avocat. Alors oui, comme la théorie précédente, c'est possible, mais encore une fois, aucun élément concret ne vient l'appuyer et le mobile paraît très faible. Ces trois théories partagent un point commun. Elles manquent toutes cruellement de preuves et impliquent une logistique assez complexe, pour des motifs un petit peu faibles. Je passe brièvement sur la piste du suicide ou de sa volonté de disparaître, car même si certains forums le suggèrent, cela paraît peu probable vu son profil. Donc, je vais vous parler de la théorie la plus probable selon moi, et vous allez me dire après ça si vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez d'autres théories en tête, n'hésitez pas à me répondre sur Spotify, en commentaire ou sur YouTube. Donc la théorie, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, Jack souffrait de troubles bipolaires. Sa femme avait mentionné qu'il oubliait parfois de prendre ses médicaments, surtout lorsqu'il voyageait. Et s'il avait oublié d'apporter ou de prendre ses médicaments à New York, pendant ses vacances de Noël, ça aurait par exemple pu déclencher un épisode et le faire agir de manière erratique à partir du point de bascule le 28 décembre, où Jack a quitté New York de manière soudaine, alors qu'il était avec sa femme en pleine tradition familiale de fin d'année. Il aurait également pu oublier sa mallette dans le train vers Washington, ce qui a déclenché une spirale infernale pour lui, où il se sentait visé par un vol. Et sa crise a continué de s'aggraver de jour en jour, notamment avec l'épisode de la maison en face de chez lui. On sait qu'il était obsédé par cette maison en construction, donc dans la nuit, on pense que c'est lui qui aurait fait une tentative d'incendie, et d'ailleurs son téléphone, je vous le rappelle, a été retrouvé sur les lieux. Des reçus montrent qu'il a acheté des vêtements sombres et une cagoule, et sa femme pense d'ailleurs elle-même qu'il est responsable de cet acte. Et donc, paniqué à l'idée d'être relié à cet incendie, Jack, il envoie un mail à son employeur, prétendant que sa maison a été cambriolée. Il liste des objets volés, donc le téléphone, sa mallette, son portefeuille, son badge, et ça lui permet de justifier la perte de sa mallette, et aussi la présence de son téléphone sur la scène du crime. Sûrement dans un accès de rage, Jack met alors sa cuisine sans dessus-dessous, ce qui expliquerait pourquoi c'est la seule pièce qui semble avoir été cambriolée. La fenêtre de la cuisine donne d'ailleurs sur la maison en construction, donc peut-être qu'il a vu les policiers l'inspecter et qu'il a paniqué. Vers 18h, Jack se rend ensuite à la pharmacie, donc probablement de base pour chercher ses médicaments, mais arrivé là, son objectif semble changer, et il demande un covoiturage pour aller à Wilmington, sûrement pour récupérer sa voiture. Et donc, on est toujours dans la théorie, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on pense qu'il a accepté un trajet avec un inconnu, et 42 minutes plus tard, au lieu des 12 minutes que dure normalement le trajet, Jack arrive désorienté, sale, paranoïaque, avec une chaussure à la main. Peut-être qu'il s'est fait agresser, ou qu'il aurait sauté ou été poussé lors du véhicule.
Et là, on arrive le 30 décembre. Je vous le rappelle, Jack n'a plus son téléphone, ne retrouve plus sa voiture, ne dort pas à l'hôtel malgré de l'argent sur lui, et il passe la nuit dans un sous-sol d'un immeuble où il vole un sweat à capuche probablement dans un vestiaire. Tout cela montre qu'à ce moment-là, Jack n'était plus lui-même. À 20h39, on sait qu'il quitte le bâtiment, qu'il passe à 20h41 devant l'hôtel Dupont, et là je me dis, pour continuer la théorie, qu'il aurait peut-être pris un taxi pour Newark. Il erre dans la nuit, désorienté, sans but clair. Nous sommes à la fin du mois de décembre, en plein hiver, il fait froid, il trouve une benne à ordures avec une porte latérale, donc comme décrite par les éboueurs, et il y rentre pour se réchauffer ou se cacher. Et c'est là qu'on arrive à la cause de la mort, qui serait pour moi accidentelle. Car le lendemain matin, la benne est vidée dans le camion poubelle, et je pense que c'est le compacteur de cette benne qui l'a tué, donc qui a brisé ses côtes, qui a endommagé un poumon. L'autopsie ne mentionne pas d'écrasement mécanique pur, mais le truc, c'est que le médecin légiste a réalisé son autopsie pensant à un meurtre, et il aurait pu interpréter les blessures comme le résultat d'une agression. Rappelez-vous, ceux qui travaillaient sur l'affaire avaient une pression énorme à ce moment-là, aussi bien politique que médiatique, et c'est ce qui aurait pu pousser les autorités à conserver la version de l'homicide pour ne pas exposer Jack ou sa famille à un scandale lié à sa maladie mentale. Cette théorie, comme toutes les autres d'ailleurs, elle n'est pas étayée par des preuves formelles, mais elle semble logique, enfin pour moi en tout cas, quand on voit le comportement erratique de Jack durant ces dernières heures. Et j'ai du mal à croire qu'il ait été tué sans qu'on lui vole quoi que ce soit, puis qu'on l'ait caché dans une benne. Dans tous les cas, tout s'est joué entre le soir du 30 décembre à 20h41 et le 31 décembre à 4h du matin. Mais le mystère reste entier, comme on n'a aucune caméra qui a filmé son arrivée dans la benne. Catherine, sa femme, a partagé ses théories dans les médias. Au départ, elle pensait aussi sur une possible crise psychologique de Jack, puis elle a été de plus en plus convaincue qu'il s'agissait d'un meurtre commandité impliquant un tueur professionnel. À ce jour, le meurtre de Jack Wheeler demeure non résolu. La police de Newark continue de traiter l'affaire en homicide ouvert en collaborant avec le FBI, mais les indices recueillis n'ont pas permis d'identifier le ou les coupables. Un appel à témoins a été lancé dès 2011, accompagné d'une récompense de 25 000 $ offerte par la famille Wheeler pour toute information menant à une arrestation. Malgré quelques centaines de pistes signalées les mois suivants, aucune ne s'est révélée concluante, et l'enquête officielle n'a annoncé aucune conclusion définitive quant aux circonstances exactes de la mort de Jack Wheeler. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en description tous les liens vers mes différentes sources, également vers un épisode d'Unsolved Mysteries sur Netflix, qui est sorti en 2020 et qui traite l'affaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, le Rendez-vous de l'étrange est une émission indépendante et a besoin de vous. Vous pouvez la soutenir sur patreon.com/jesuihyop. Merci à tous ceux qui le font déjà et merci si vous réfléchissez à le faire. Autre information, je suis en train de préparer un live du Rendez-vous de l'étrange dans lequel je vais enregistrer avec des invités plein de mini-mystères qui seront diffusés cet été. Et rien de tel qu'un vendredi 13 pour une soirée comme ça. Ça se passera donc le 13 juin à partir de 21h30 sur twitch.tv/jesuihyop. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!